Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Moi, ça me fait toujours super plaisir de vous voir, enfin d'être avec vous plutôt. Bonsoir René, bonsoir tout le monde, bonsoir Maurice, les fidèles parmi les fidèles, ceux qui sont toujours là. Merci à vous. Euh, Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vois, on est aussi sur Facebook, on est en direct donc sur Facebook et en direct sur le webinaire. Bonsoir à tout le monde, des deux côtés bien sûr. Yes, good, super David. Alors, j'espère que vous avez passé un bon NFP. Hein, il a été, moi je le pensais un peu, je m'attendais à quelque chose de plus violent. J'ai été moyennement, on va dire, déçu. C'était un peu ce que j'attendais, mais je pensais quand même un peu plus fort. Alors voilà, on va revenir en détail sur le NFP vu que c'est quand même quelque chose qui est important. Et je vais juste, avant de partager, je vais laisser l'écran sur la MT4 si ça vous perturbe pas. Je vais déjà vous donner un petit peu les nouvelles macroéconomiques. On va commencer par ça et ensuite on va regarder des analyses plus en détail sur les paires principales du Forex comme l'USD JPY et l'euro USD principalement. Voilà, donc le NFP, il a été bon dans son ensemble. Donc, je rappelle, le NFP, c'est le non-farm payroll qui a lieu le premier vendredi du mois. C'est la nouvelle plus attendue sur le Forex. C'est là où il y a le plus de mouvements sur les paires qui touchent le dollar. Et comme on va dire un peu pressenti et prévu, c'était des bons résultats. Comme je vous l'avais annoncé, c'était pressenti qu'il y avait des bons résultats qui allaient tomber. Ce fut le cas et du coup le dollar est monté, mais on va dire que le dollar n'est pas resté très très longtemps en résultat, il est descendu très très rapidement. Donc, je vais juste reprendre sur le MT4 pour vous montrer. Si vous voyez, ça c'était vendredi, donc on est monté et directement après, on a directement corrigé de nouveau à la baisse. On n'a pas pu maintenir la position sur les 113. On a directement rechuté. Il y a plusieurs raisons à ça, donc ça on va regarder, mais notamment le président Trump a pesé sur le dollar juste avant la clôture, alors même que le rapport du NFP était plutôt bien accueilli un peu auparavant. Mais c'est que Trump a déclaré dans un dîner avec des militaires que c'était le calme avant la tempête. Et bien entendu, nous ne savons pas ce qui était visé dans ces propos, mais la baisse du dollar suggère que les marchés ont décidé de penser que la Corée du Nord était dans le viseur. Donc, il faut bien comprendre que Trump et la Corée du Nord, c'est pas des copains actuellement. Hein, ils sont un petit peu déclaré la guerre ces dernières semaines. Et puis, c'est un petit peu à coup de on-dit, là, les rumeurs économiques qu'on entend à droite et à gauche. Donc, voilà, ça, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a rien de concret. C'est des rumeurs qu'on entend sur les toiles et sur les marchés. Donc, voilà, c'est ce que j'ai pu en tirer, c'est que c'est suggéré que les marchés ont décidé donc de prendre en considération ces phrases que c'était visé contre la Corée. Donc, du coup, le dollar a chuté. Et puis, maintenant, on est revenu sur notre niveau des 112,60 et c'était un petit peu les prix avec lesquels on était juste avant le NFP. On est monté jusqu'à, je vais regarder ça tout de suite, on est monté au plus haut à 113,43. À 113 43, on est monté au point le plus haut et on a clôturé à 112,64 et vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 112,68. Donc, ce qui fait que sur toute la journée, il n'y a pas eu vraiment de grandes variations et souvent, après un NFP, le lundi, c'est assez calme. Il n'y a pas beaucoup de gros mouvements. Et de plus, le lundi, c'est une journée qui est relativement calme, comme les jours de semaine. C'est pas les gros jours, ça commence rarement très très fort. Les meilleurs jours de trade restent quand même le mercredi et le jeudi. Et les fins de semaine et début de semaine, s'il n'y a pas de nouvelles, c'est entre la prise de bénéfices. Et donc, ça reste relativement calme ces jours-là. Pour le calendrier économique de la semaine,
ça ne devrait pas remettre l'économie au centre du jeu, mais on aura quand même quelques belles statistiques qui seront très attendues. Et de nouveau, cette semaine, on aura du mouvement, surtout en fin de semaine. Entre le jeudi et le vendredi, c'est là qu'on va avoir principalement des nouvelles. Donc, pour ça, je vais vous partager juste mon écran, juste revenir sur le... Hop là, sur le site de Omega Trade. Vous pouvez vous connecter sur https MyOmegaTrade et vous pouvez vous loguer donc avec vos identifiants. Vous avez accès donc à toute une panoplie d'onglets qui vous donneront accès à votre tableau de bord, à votre compte de trading, votre copy trading. Et là, vous avez le calendrier économique et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc, c'est pour ça que je vous ai enlevé la MT4. On va se concentrer sur les nouvelles économiques. Pour les statistiques européennes, ce matin, on a eu la production industrielle allemande. Le consensus prévoyait un rebond de 0,7% pour le mois d'août après un recul de 1% sur juillet. Il faudra garder aussi un œil sur l'indice Centix jaugeant la confiance des investisseurs européens et il est attendu avec une légère hausse à 28,5, 28,2 en septembre. Mardi, ce sera au tour de la France et de l'Italie de communiquer leurs chiffres de la production industrielle à 8h45 et 10h respectivement. D'un mois à l'autre, on attend des hausses de 0,4% et de 0,2% respectivement. Mercredi, à 9h45, nous aurons l'emploi salarié non agricole en France pour le troisième trimestre. Et nous avions engrangé au trimestre 2, on avait une hausse de 0,4% et c'était considéré comme peu. Jeudi, c'est la production industrielle de l'ensemble de la zone euro qui sera attendue vers midi. Le consensus prévoit un ralentissement de 2,5% sur un glissement annuel contre 3,2% en juillet. À 8h45, nous aurons le chiffre d'inflation français qui pèse très lourd dans les décisions de la BCE. L'IPCH devrait... Hop là, pardon. L'IPCH devrait rester stable en s'affichant péniblement à 1,1%. Et vendredi, toujours pour les statistiques européennes, à 8h sera publiée l'inflation allemande. Elle devrait rester stable à 1,8% pour le mois de septembre. Et nous aurons pour cette semaine des statistiques américaines. Mercredi à 16h, nous aurons la première statistique américaine importante avec le rapport Jolt qui nous permettra de mettre en parallèle du récent rapport du NFP, assez décevant en termes de création d'emplois. Pour le mois d'août, le consensus table sur 6,138 millions de nouvelles offres d'emploi contre 6,170 millions précédemment. Jeudi, les investisseurs ne manqueront pas de prendre connaissance des prix à la production. L'inflation américaine étant chancelante depuis plusieurs mois, nous pourrions y trouver des indices quant aux décisions que prendra la Fed plus tard cette année. Le consensus anticipe une hausse de 0,4% d'un mois à l'autre contre 0,2% en août. Nous aurons une nouvelle fois un vendredi vraiment très chargé et toujours à l'heure avec les 14h30. Souvent, les grosses nouvelles tombent toujours à 14h30 et là, ce sera l'IPC. Et les ventes au détail principales, l'IPC Core est attendu avec une hausse de 1,8% pour septembre contre 1,7% précédemment. La consommation de septembre devrait être de 0,3% contre 0,2% précédemment. Enfin, à 16h, nous aurons l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui devrait rester élevé en septembre à 111,3 contre 111,7 précédemment. Voilà pour les nouvelles économiques principales de la semaine. Et vous aurez donc le 12, donc le jeudi 12, on aura aussi le discours du président de la BCE, Draghi. Et ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, on aura les différents indices à la consommation vendredi. Donc, vraiment, grosse journée le vendredi 13. Donc, ceux qui sont un petit peu... qui aiment les vendredis 13 pourront jouer de chance ou non. Sur le vendredi 13, on a quand même beaucoup de nouvelles sur les indices US ainsi que
le jeudi 12, le président Draghi qui va parler. Comme vous savez toujours, quand Draghi parle, il y a vraiment beaucoup de mouvements sur les marchés concernant tout ce qui est euro. Alors, maintenant, on va passer en détail sur le NFP. Est-ce que vous avez tradé ce NFP? Il y a quelqu'un qui a essayé de trader le NFP ce week-end, donc ce vendredi. Je vous avais dit d'être prudent lors des NFP car il y a beaucoup de mouvements sur les marchés, mais est-ce que plusieurs d'entre vous avaient des positions ouvertes sur le NFP? Maurice, non. Est-ce que Christian ou Florian ou Yves ou d'autres personnes étaient en position sur le NFP? À voir, il n'y a pas eu grand monde qui ont tenté le David non plus. Alors, d'un côté, vous avez bien fait parce que ça demande quand même, Florian non plus. Et ouais, je vois que vous avez joué la carte sécurité et c'est toujours mieux d'être sécuritaire dans ce genre de nouvelles car il peut y avoir de gros mouvements et si ça va à l'envers de ce que vous avez prévu, ça peut être vite dangereux dans le sens que si vous avez un compte qui n'est pas suffisamment alimenté, ça peut vite vous amener à la catastrophe. Donc toujours rester en dehors de ces grosses nouvelles tant que vous n'avez pas assez l'expérience ou l'analyse faite pour ce genre de nouvelles. C'est le vendredi, c'est la fin de semaine. Pensez que c'est comme une semaine de travail. Le trading, c'est un peu comme une semaine de travail. On commence une nuit un peu au travail, etc. Le mardi, mercredi et jeudi, on attaque vraiment la semaine. Et le vendredi, on essaye de liquider nos positions, on essaye de se sortir pour avoir un week-end tranquille. Si vous devriez avoir un plan de trading, ce serait un petit peu comme ça que vous devriez le voir. Lundi, on refait un petit peu les analyses sur la nouvelle, on essaie d'un peu de voir où il y a des opportunités à faire sur la semaine. Et ensuite, mardi, mercredi, jeudi, on attaque nos trades à les analyses qu'on a passées. Et le vendredi, on essaye au maximum de liquider nos positions afin de pouvoir passer un week-end tranquille et d'encaisser aussi nos gains. Plutôt le Bitcoin pour David. Ah oui, le Bitcoin, c'était aussi intéressant. Je me suis aussi laissé tenter ce week-end. Après avoir encaissé mes gains ce week-end, je me suis laissé tenter à rouvrir parce qu'il y avait vraiment des bonnes opportunités. Et c'est vrai que le Bitcoin est toujours intéressant à traiter. Et ça, on regardera le jeudi. Donc, pour le rapport du NFP, qui a été publié avec une croissance des salaires qui rassure et 33 000 créations d'emplois, c'est soit 33 000 emplois détruits contre 90 000 attendus, 169 000 précédemment. Ça a été révisé à la hausse des 156. Le taux de chômage également recule de 4,2% contre 4,4% qui était attendu et précédemment, alors que le taux de participation remonte à 63,1%, ce qui est un point positif pour le marché de l'emploi. Concernant le moyen, il surprend fortement avec une hausse de 0,5% après 0,2% révisé à la hausse de 0,1%, alors que le consensus attendait une moindre hausse à 0,3%. Donc le rapport était globalement assez encourageant avec surtout des accélérations de la croissance des salaires plus marquées qu'anticipées et on retiendra aussi la chute du taux de chômage accompagnée d'une remontée du taux de participation et ça c'était vraiment des bonnes nouvelles malgré les destructions d'emploi ne pèse pas beaucoup sur la balance, alors que cela peut être expliqué rester vraiment passager. La Fed, elle, devra être soulagée encore davantage suite à ces chiffres de croissance des salaires de septembre. Une hausse des taux en décembre est définitivement encore sur la table. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on en parle, que la Fed devrait relever ses taux normalement en décembre. C'est ce qui est attendu, en tout cas vraiment très attendu. Et si ce n'est pas le cas, ce sera en début d'année prochaine.
Donc, la création des emplois et du NFP, toutes les autres données du rapport du NFP sont révélées satisfaisantes. Il y avait la création d'emplois du mois précédent, le chômage qui avait reculé, les salaires horaires moyens qui avaient progressé et la progression des salaires horaires. Et c'est justement la progression des salaires horaires moyens qui semble avoir rassuré les investisseurs aujourd'hui et qui a fait oublier des créations d'emplois décevantes. En effet, la progression des salaires dans le rapport des NFP est un élément surveillé de près par la Fed pour définir sa politique monétaire. Une forte hausse des salaires est en effet un élément positif pour l'inflation, ce qui va dans le sens d'une rapide nouvelle hausse des taux de la Fed et une analyse qui en a profité au dollar. Et après, comme je vous ai dit, il y a eu l'intervention de Trump également, et ce qui a fait que le dollar n'a pas pu garder sa trajectoire haussière. Maintenant, si vous le voulez bien, on va parler des devises. Je vais vous repartager l'écran sur ma MT4. Est-ce que tout le monde voit bien la MT4? Vu qu'on est sur la MT4, je vous profite de vous dire que vous allez dans le tableau, vous avez la possibilité d'ajouter plein de crypto-monnaies qui sont arrivées dernièrement. Vous êtes sur symbole et vous ajoutez toutes celles qui vous feront plaisir. Il y a eu le Ripple, il y a eu le Zcash, il y a eu, je crois, il y a eu encore, il y a eu plein d'autres. Je les ai déjà ajoutés pour ma part. Donc, il vous suffit simplement de cocher celle que vous voulez et mettre montrer. Ainsi, ils vont s'ajouter. C'est très facile de les repérer car toutes les crypto-monnaies sont en jaune. Donc voilà, vous avez toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles et sont traitables depuis hier déjà, sauf erreur. Depuis hier, elles étaient en ligne et prêtes à être traitées. Donc vous voyez, on en a toute une série qui se sont ajoutées. J'espère que ça vous fait plaisir parce que il y en a pas mal. Maintenant, on est vraiment au top avec ça. On a vraiment plein de crypto-monnaies différentes et variées. On peut tous y trouver son compte, que ce soit sur le Dash Little Coin, le Zcash, le Ripple, etc. On a le Ripple en dollars et on a le Ripple en euros. On a l'Ethereum Cash également. Et voilà. Donc on a quand même passablement de cryptos qui ont été ajoutés. Ça, c'était pour la petite parenthèse, la petite nouveauté qui arrivait ce week-end. Voilà. Pour la paire euro-USD, donc on va revenir sur l'euro-USD. Est-ce que c'est trop petit comme ça ou est-ce que vous voyez quand même quelque chose? Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Je vais vous dire pourquoi avant j'ai mis petit. C'est important, avant tout, si vous faites une analyse sur le long terme d'une paire, il faut toujours prendre petit, le plus petit que vous pouvez, tant que vous pouvez lire. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir vos et votre dernier point haut. Ça, c'est pour l'analyse vraiment long terme. C'est pour voir. Donc ici, je l'ai pris le dernier point bas et le dernier point haut. Si on voit pour la Fibonacci, j'ai le canal ici, ça c'est une chose, mais vous voyez que le canal, il part sur les derniers points hauts et les derniers points bas. C'est ainsi, vous prenez pourquoi il y a ces canaux qui sont dessinés, c'est qu'ils ont été touchés au moins plusieurs fois. On voit ici, ici et ici. Et là, c'est ici. Là, il y a eu simplement le point haut ici, simplement pour l'instant. On n'a pas encore touché. Et là, il y a eu plusieurs fois également qui ont été touchés. On voit ici chaque fois les points qui sont touchés et que le marché s'arrête chaque fois pile dessus. Donc là, on est sur le daily. Le daily, on voit vraiment pour se faire une idée sur le cheminement qu'on pourrait avoir d'un côté ou de l'autre. Donc, la première analyse que j'ai fait, c'est que j'ai pris, une fois que vos canaux sont tirés, que vos niveaux sont posés, bien sûr, ça je ne vais pas vous réapprendre à le faire. Maintenant, vous prenez votre point bas et votre point haut. Ainsi, on peut analyser s'il y a scénario baissier, ça veut dire si on ne vient pas reprendre notre scénario haussier. S'il y a scénario baissier, qu'est-ce qu'on voit? Maintenant, je vais vous agrandir un petit peu ceci. On voit quoi? On voit que donc notre point haut était ici à la date du 8 du 9. On a une ouverture à 1,20
le point le plus haut a été à 1,29, 1,20.9, et si on prend la Fibonacci, ça nous correspond donc aux 23%, et les 23%, on est où? On est sur l'arrêt, le point d'arrêt aujourd'hui. Le point d'arrêt à aujourd'hui, hein, on est pour l'instant au point le plus haut à 1,1738 et aujourd'hui on est à 1,1747 maintenant. Pardon, je me suis trompé de jour là. C'était ici, on est à 1,1747 actuellement et le point le plus haut a été à 1,1755. Donc on est presque au plus haut de la journée. Donc première chose, le 23%, on est arrivé juste en dessous sur le pivot à 1,1660. C'était un des niveaux que je vous avais aussi donné la semaine passée. Et on a le 38% qui arrive au 1,14. Ça, c'est vraiment encore loin, loin, loin. On est à 1,17, on est passé de 1,20, 1,21 à 1,17. On a déjà eu une grosse correction. Maintenant, en ayant fait le 23%, on peut éventuellement, si on casse les moyennes mobiles et les niveaux qui sont là, déjà les 1,17, il faudra déjà casser les 1,17. Il faudra voir un scénario baissier si on casse les 1,16, possibilité d'aller rejoindre le 38% de la Fibonacci. Et je le rappelle, c'est sur du daily, donc il peut se passer vraiment beaucoup, beaucoup de temps. C'est pas quelque chose qui se fait en quelques heures. Mais ça vous donne une idée où pourrait aller le marché. Et jusqu'au 50%, vous voyez, on est à 1,12, donc c'est vraiment du long terme. Maintenant, si je reprends quelque chose qui est un petit peu plus court terme, ça veut dire que je prends mon dernier point haut et mon dernier point bas, et je regarde maintenant qu'est-ce que peut faire le marché, vu qu'il y a eu un rejet ici vers les 23%, hein, il y a eu un rejet vers les 23%, et on calcule maintenant la potentielle remontée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il y a eu rejet ici, il y a les canaux qui sont là qui m'indiquent un canal haussier. Donc, je regarde maintenant le 23%, 38%, 50%, 61% de ma Fibonacci, et on voit que le 76% de la Fibonacci arrive sur le canal haussier. Donc maintenant, on arrive sur le 23% de la hausse et on a une moyenne mobile ici et on pourrait arriver sur le 38% qui est sur le pivot des 1,1827. Donc ça, c'est les deux scénarios possibles. Maintenant, si on casse ce 23%, on peut se rediriger vers les 38%. Alors, en effet, l'euro USD reste toujours à l'intérieur de son biseau sous la résistance mineure des 1,1775. Donc, comme vous le voyez, on est à 1,1748, 1,1750. Comme on a pu l'observer la semaine dernière. Et plus important encore, il faudra casser au-dessus de la résistance des 1,1825 pour renforcer les risques haussiers et avoir un éventuel retournement en direction des 1,1920, 1,1950, 1,1980 et 1,20. C'est tout le temps les mêmes niveaux que je vous les donne. Si vous vous rappelez, les 1,1920, 1,1950, 1,1980 et les 1,20. Ça, c'était des niveaux qui étaient importants. Ça fait plusieurs semaines que je vous les donne et redonne. C'est des niveaux qui sont importants si on veut aller de nouveau dans le scénario haussier. À l'inverse, si l'euro USD casse sous les 1,17 et se redirige vers les 1,1680 et la borne basse du biseau vers les 1,1660, nous pourrions avoir une reprise de la correction baissière en court terme en direction des 1,1620 et des 1,1580. La première étape sera donc de voir si on tient en dessous du seuil des 1,1750. Actuellement, on est en plein dessus. Donc, c'est savoir si on tient dessous ces 1,1750, où se trouve notamment la borne haute du biseau et de la moyenne mobile des 200 heures. Et si on parvient à retomber sous les 1,1720, vous vous rappelez du niveau des 1,1720 que je vous ai donné la semaine passée, on pourrait relancer la baisse en direction des 1,1680, niveau aussi que je vous ai donné la semaine passée. Donc maintenant, on est sur les 1,1750. C'est un moment un peu, pas critique, mais on va dire qu'on est un petit peu cul-entre deux chaises. On peut se retrouver autant à faire une petite correction haussière, puisqu'on voit qu'on a été arrêté. Hein. Mais là, je suis sur un graphique et une étude de graphique sur le daily. Après, il faut le faire aussi sur le H1. Hein, vous pouvez faire sur plusieurs time frames. Maintenant, je vous fais vraiment une analyse grossière par rapport à ça. Je vous donne les niveaux importants
Ensuite, à vous à analyser d'après votre time frame sur lequel vous voulez faire. Mais c'est très important de quand même regarder sur le daily, voire H4 et également le H1 avant de regarder sur des plus petits time frames. Ça, je vous rappelle, c'est du bruit. Les M1, les minutes sur 5 minutes, M15, etc. C'est le bruit du marché. C'est vraiment, c'est des petits scalps que vous voulez faire. C'est quelques points ici et là, mais vous devez voir la tendance de fond avant de vous jeter sur du 5 minutes, vous devez quand même regarder la tendance. Quelle est la tendance de fond de l'euro? Et là, on voit qu'on a atteint un point bas, qu'on a eu un rejet, mais qu'on est entre deux, avec une moyenne mobile qui est juste dessus, avec le 23% qu'on est pile dessus, avec un 38% qui se situe à 1,1828 sur le daily. Et pour cela, on doit atteindre l'un côté ou de l'autre. On doit franchir ces 1,1750 pour aller du côté de la hausse et on doit aller en dessous pour franchir le scénario baissier. On doit retomber sous les 1,1720 et ensuite on pourra aller se rediriger vers les 1,1680. Et demain encore, le calendrier économique sera encore calme. Donc, il faudra surveiller le sentiment des marchés et les seuils techniques tout au long de la semaine, car ça va un peu se décanter à partir de jeudi, avec le discours de Draghi. Est-ce que vous avez des questions par rapport au graphique de l'euro USD? Est-ce que vous avez besoin qu'on rentre un peu plus en détail ou est-ce que pour vous, c'est en ordre? Non, c'est bon. Ok. Je regarde juste sur Facebook là si c'est en ordre pour tout le monde. Non, là c'est bon. Ok, c'est bon. On va passer donc à l'USD JPY. On analyse sur le daily. Avant de vous donner les points principaux, je vous explique l'analyse. Vous prenez donc sur le daily. Là, c'est la même chose, les niveaux avec les obliques. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que nos points hauts qui étaient ici à 114,5, si vous vous rappelez, c'est l'objectif qu'on s'était fixé sur du long terme, moyen long terme. On va sûrement y revenir, mais actuellement, si on regarde l'analyse de fond, on est plutôt sur du baissier. On est plutôt sur un canal qui est baissier. On peut pas remonter. C'est pas impossible parce que vous regardez que le haut du canal se situe à 114. Donc on peut encore, on a de la marge, on est à 112,65. C'est ça l'importance du daily. Il faut regarder, c'est des centaines de points. C'est pas juste quelques pips ici et là. C'est vraiment le sentiment qu'on peut avoir. Donc il faut regarder après les possibilités, jusqu'où le marché peut aller. Maintenant, on voit qu'on peut aller facilement, on va dire jusqu'à 114, sans pour autant sortir du canal baissier. Donc jusqu'à 114, il n'y aurait rien d'alarmant parce qu'on est toujours dans le canal baissier sur le daily. Maintenant, si on casse ces 114, à ce moment-là, si on arrive sur les 114,30 et 114,5, à ce moment-là, ce sera intéressant de voir le scénario haussier pour repartir vers de plus beaux chiffres qu'on attend depuis si longtemps pour regarder les 115, 118, etc. Donc, l'analyse a été faite maintenant sur le point bas et le point haut. Si vous regardez, on est ici, le 0, donc c'était le point haut. Ensuite, on a le 23%, le 38%, le 50% et le 61% et le 76%. Et là, on serait dehors au 61%, suivant le temps qu'on va prendre pour atteindre les points les plus bas et on peut descendre jusqu'à 109. C'est pas impossible. Donc, on est dans entre guillemets, dans un canal qui fait 109, 114. Donc, vous voyez l'importance quand je vous dis d'avoir un solde en suffisance. On ne dit pas, ouais, ben c'est cool, l'USD-JPY, de toute façon, il va monter. Donc, vas-y, je place un buy et puis j'attends. Et puis au fait, ben, il fait quoi? Il va descendre jusqu'au 50% avant de remonter. Et puis vous coulez entre deux. Donc, c'est pour ça, n'ouvrez pas n'importe où vos positions, analysez. Et là, on voit qu'on est sur une journée qui ne bouge pas depuis plusieurs jours. On a des mouvements haussiers, mais on échoue chaque fois au 113, 113,30, 113,20. On échoue, ça fait 1,
ça fait 5 fois, ça fait 5 jours qu'on échoue sur cette barre des 113,27, 113,30 et on n'arrive pas à aller au-delà. Et donc, on va faire ce qui est pour l'instant le point le plus haut à 113,46, annoncer une baisse au 112. Et si on casse les 112, à ce moment-là, il sera intéressant de faire une stratégie baissière pour aller chercher justement les prochaines moyennes mobiles qui sont très très proches du 38%, qui est à 111 à peu près, je suis pas pile dessus, à ce qui est à 111, presque à 111. On a la moyenne qui est mobile, qui est juste un petit peu en dessus. Donc entre 111,20 et 111, on arriverait vers le 38%. Donc on a vraiment des belles possibilités de baissière, de trading baissier. Et pour les plus gourmands, on pourrait aller chercher les 110,45 qui correspondraient aux 50% de la Fibonacci. Maintenant, si vous voulez, je vais vous donner des indications un peu plus techniques. Donc, après une hausse qui a été soutenue depuis la zone des 107,30, parce qu'il faut bien se rappeler qu'on vient des 107,30, l'USD JPY est actuellement sur une résistance dans les 113,20, comme je viens de vous l'expliquer, qui provoque une consolidation dans la range des 112,30, 113,20 depuis le 27 septembre. Vendredi, suite à la publication du NFP, l'USD-JPY a tenté de casser cette range à la hausse, marquant un plus haut à 113,43 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais le mouvement du dollar n'a pas été soutenu et on a eu cette correction quasiment immédiate. L'analyse technique le suggère après une fausse du range, la paire retombe souvent tester la borne opposée. Cela a été le cas pour l'USD-JPY qui est retombé vers le seuil des 112,30 après l'ouverture hebdomadaire. Le dollar trouve cependant un peu de soutien dans cette zone. Maintenant, le range de considération est mentionné. Il faudra donc sortir de cette zone pour retrouver une direction à court terme. Pour l'instant, vous voyez, ça ne bouge pas. Il n'y a pas vraiment de prise de décision. On voit qu'on est proche du canal baissier. On voit qu'on est proche également du 23%. Mais si on casse ceci, on peut voir après une stratégie haussière. Donc, en dessous des 112,30, une correction baissière pourrait prendre forme en direction des 112. Et puis, une fois qu'on aura cassé, donc clôturé en dessous, attendez que la journée se finisse pour dire, voilà, on a clôturé la journée en dessous des 112. Puis le seuil, on pourra aller voir les 111,60, voire les 111,50, qui devraient tenir, éviter un plus profond retournement baissier. Donc, si on casse ces 111,60 et 50, on va pouvoir se retourner vers les 111. Et les 111, comme je vous ai dit, correspondaient aux 38% de la Fibonacci. Au-dessus des 113,20, le rallye haussier pourrait reprendre son chemin en direction du haut du range du moyen terme des 114,30, 114,50 avec des obstacles à 113,50 et 114. En fait, c'est simplement les supports, niveau et résistance. Donc voilà, il faudra être très très attentif par rapport à l'USD-JPY parce que l'USD-JPY c'est une monnaie qui est quand même refuge avec le yen et actuellement on est au milieu. Donc moi je ne peux pas vous recommander de faire du trading sur quelque chose qu'on est au milieu. Maintenant je suis sur du daily. C'est sûr que si on va regarder sur du H1, le graphique sensiblement changé et on aura tout autre chose. Vous voyez qu'on est clairement dans le canal baissier, on est pile dessus avec les moyennes mobiles pile dessus. Pas de souci Maurice, je te souhaite une bonne soirée. Donc on est pile sur le haut du canal baissier. Et c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a deux moyennes mobiles. Maintenant, ça peut être sur une heure. Là, on est sur une autre analyse. On voit que maintenant, c'est pas le bon moment de traiter, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on est indécis. On est sur une moyenne mobile et on a deux autres moyennes mobiles juste en dessus. Et on est pile sur le niveau du canal baissier. Donc, il faudra attendre maintenant, savoir si on en sort ou si on va le réintégrer afin de casser et de rejoindre les prochains niveaux qu'on a analysés.
Et puis, si vous n'avez pas de questions par rapport à l'USD JPY, donc vous voyez, même sur le H1 et sur le daily, on est clairement baissier sur l'USD JPY. Il faudrait juste attendre un petit peu pour savoir où on va aller afin de se diriger. Et sur le GPB USD, donc si vous vous rappelez sur le GPB USD, la semaine passée, je vous avais dit que on avait de fortes probabilités de chute du GPB USD et encore plus avec le NFP. Et c'est ce qui s'est passé. Hein, il y a eu une chute et l'objectif était de redescendre aux 130. Donc les 130 ont été atteints normalement. On a atteint le plus bas 130,26. Donc voilà, l'objectif était à 130. On est, pour ceux qui ont fait le scénario que je vous avais indiqué, on n'a vraiment pas été loin. J'avais annoncé lundi passé, sur toute la semaine, c'est exactement ce qui s'est passé. On a été chercher le 23, le 38, le 50% et le 66%, et l'objectif était le 76%. Et on n'est juste pas été à quelques pips près, on n'a pas été le chercher, mais pour moi, c'est quand même un objectif qui est atteint, car il suffisait simplement de prendre ses gains à la fin. Et maintenant, vu qu'on a atteint le point bas de ce canal, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un petit rejet, du moins. Donc, on prend notre point haut, notre point bas, et on analyse. Donc, il y a le 23%, le 38%, le 50% et le 61%. Après, ça, moi, je vous laisse la liberté d'utiliser les autres indicateurs qu'il vous faut. On utilise plusieurs indicateurs pour se diriger sur une décision ou sur une analyse plus précise. Moi, je vous donne le Fibonacci, les supports, niveau et résistance. Ensuite, libre à vous d'utiliser le stochastique, le MACD, etc., etc. Je ne vais pas revenir sur ces indicateurs-là. Chacun utilise ce qu'il veut. Et on voit que sur le journée, on ne le voit pas très bien, mais ici, on est sur le 23% de la Fibonacci sur le daily. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est, malgré une correction baissière, on est remonté aujourd'hui sur les 23%. Et aujourd'hui, c'est grâce en partie à Theresa May. Elle a haussé le ton contre deux membres de sa majorité, dont Boris Johnson. Ils sont plus trop copains-copains, on va dire. Ils sont pas trop d'accord sur la stratégie à adopter par rapport à l'Union européenne. Boris Johnson, lui, était plus favorable à la discussion avec l'Union européenne, ce que Theresa May n'est pas vraiment d'accord avec ceci. Donc voilà pour le GPB USD. Maintenant, on est dans un, comme je vous dis, on est au 23%. Au 23%, si vous vous rappelez, il y a soit la possibilité qu'on continue à attaquer le 38 ou alors qu'on rechute. Et si on ne va pas au 38%, là, on peut se diriger vers une cassure. C'est souvent le cas. Si on n'arrive pas à atteindre au moins les 38% d'une Fibonacci, c'est l'effet inverse qui se passe. Ça veut dire que c'est la baisse qui va arriver. Si on n'arrive pas au moins aux 38% d'une Fibonacci. J'ai pas grand chose à dire sur le GPB USD parce que voilà, actuellement on est un petit peu en conflit avec le Parlement anglais là qui se dispute par rapport aux négociations sur l'Union européenne. On a atteint notre point le plus bas, c'était l'objectif des 1,30. On arrivait presque à notre objectif. Maintenant, il y a une petite correction. On est au 23%. Maintenant, c'est est-ce qu'on va revenir chercher la moyenne mobile au 38%. Je peux quand même vous donner des chiffres. Pour le 38% qui se situe à 1,3250. Et puis, on pourrait aller chercher après les 1,3340 pour les 50% et les 1,34 pour le 61% de la Fibonacci. Et nous avons les 1,35 pour le 76% de la Fibonacci. Donc voilà, pour l'instant, le GPB USD, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour ma part. Est-ce que pour vous, c'est clair? Est-ce que vous avez pu noter les niveaux les plus importants par rapport à ces 3 points sur l'USD JPY, l'euro USD et le GPB USD? Juste regarder. C'est OK. C'est OK. Oui. Parfait.
Maintenant, il me reste un petit peu de temps et je vais profiter de vous partager l'écran à nouveau sur le site du back-office de Omega Trade. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde utilise tous les onglets que vous avez à disposition. Il y a vraiment beaucoup d'onglets à disposition, mis à part les 3 principaux qui sont votre tableau de bord, vos comptes de trading avec votre argent pour faire des transferts ou autres dans les comptes ou des retraits ou des dépôts. Vous avez le copy trading que tout le monde connaît où vous voyez les traders à disposition. Et vous avez le calendrier économique, ça tout le monde connaît, mais surtout, vous avez les analyses quotidiennes et les analyses hebdomadaires. Dans les analyses hebdomadaires, vous avez certaines choses qui sont quand même intéressantes. Vous avez, bon là c'est pas encore à jour puisqu'on s'arrête au 6, donc c'était vendredi. Et ça va être remis à jour. Après, vous avez chaque fois des analyses sur l'euro USD, le GPB USD, l'USD JPY, l'AUD USD et sur le gold. Et même si c'est du passé, ça peut conforter ou non vos analyses à vous. Moi, je les ai regardées et elles sont vraiment intéressantes. Hein, et ça vous explique aussi tout en détail par rapport à certains indicateurs, par rapport à ce qui se passe. Et vous avez vraiment des notions qui vous sont données et ce qui pourrait vous conforter ou non dans vos analyses que vous avez fait pour ce qui est passé, pour voir si vous êtes dans le tir par rapport aux analyses qu'on voit ensemble ou que vous pouvez revoir ici. Des analyses, c'est pas du tout les mêmes que ce que je fais, mais on a quasiment aussi les mêmes chiffres parce que les analyses techniques sont très similaires. Et vous avez aussi des vidéos de formation, donc des vidéos de formation, donc le cours de débutant. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà été et vous avez déjà profité de le voir. Si jamais peut-être que je les insérerai dans les webinaires, parce que je sais que les gens ne vont pas d'eux-mêmes, les gens ne connaissent pas, les gens ne vont pas tous fouiller. Et il y a vraiment plein de vidéos qui sont intéressantes, comme qu'est-ce que le Forex, pourquoi négocier le Forex, une vidéo sur les devises et prix. Elles durent pas longtemps, elles sont de quelques minutes. Les supports et les résistances, les tendances, les fuseaux horaires, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, les indicateurs sur les graphiques, la psychologie de négociation et la gestion des risques. Toutes ces petites vidéos de quelques minutes sont vraiment intéressantes, vous font un refresh, c'est vraiment bien expliqué, c'est en français. Donc, prenez même quand vous avez 5 minutes, écoutez, ça vous fait un refresh et c'est vraiment intéressant de les écouter au moins une fois pour vous faire un refresh de tout ça. C'est les bases du trading. Voilà, pour ma part, le journal économique est terminé. Je suis disponible encore quelques minutes, encore 2 minutes pour vous si vous avez des questions à ce sujet. Et sinon, si ce n'est pas le cas, je vais vous souhaiter une bonne soirée et à mercredi. Je suis encore disponible, donc encore 2 minutes. Hop, je vais juste reprendre sur le groupe Facebook. En attendant, il n'y a pas de questions sur le webinaire. Yves, c'est bon, il n'a pas de questions non plus. Christian Mossière, c'est bon. Parfait. Alors, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions. Et je vous rappelle que vous avez le support en cas de problème ou de questions par rapport à tout ce qui est technique. Hein, vous contactez tout simplement le support que vous avez à disposition sur le site de Omega Trade. Vous avez une petite bulle de chat lorsque le chat est en ligne. Et sinon, vous avez une espèce de courrier qui vous indique que le support n'est pas en ligne, mais vous pouvez créer un ticket et ainsi on se fera une joie de vous répondre. Alors sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mercredi. Bye bye.